Bonsoir à tous, bienvenue dans 27, l'émission de débat d'actualité européenne et citoyenne. Ravi de vous retrouver. Au programme de cette émission, les États européens doivent-ils s'excuser pour leur passé colonial ? Pendant 6 siècles, le vieux continent a mis le monde à sa botte. Exploitation des ressources, asservissement des populations, massacres. Le tout au nom d'une mission civilisatrice, du développement et de la grandeur des empires. Est-il venu le temps de réaliser un droit d'inventaire de ces pages d'histoire et de leur héritage ? Faut-il replonger dans les crimes du passé au risque de raviver les blessures ? Évidemment, nous entendrons les analyses et les témoignages des Européens recueillis lors de notre séance de réflexion collective. Et pour en débattre, nous recevons Marianne Ballet-Moudoumbo, cofondatrice du Comité des Africaines et Africains d'Allemagne. Selon elle, excuses et réparations constituent le seul chemin pour dessiner un futur apaisé. Face à elle, l'essayiste Ivan Vélez, directeur de la Fondation pour la défense de la nation espagnole, il voit dans le repentir un anachronisme dangereux qui pourrait venir fracturer nos sociétés. Notre reportage nous conduira en Belgique où associations et musées luttent contre le silence des programmes scolaires sur l'histoire coloniale. Et enfin, dans notre grand entretien, je recevrai la réalisatrice Ama Asante, première femme noire à avoir remporté un BAFTA, un César britannique. Elle nous parlera de ce qu'elle nomme le privilège blanc dans le milieu du cinéma. Héritage, selon elle, du colonialisme. Voilà, c'est 27, vous avez le programme, c'est parti. Salut à tous, bienvenue. Comme chaque semaine à mes côtés, Corentin Chrétien-Dros. Bonsoir Corentin. Bonsoir Nora. Tiens, savez-vous combien de pays n'ont jamais été colonisés par les Européens ? Alors là, comme ça, je dirais pas beaucoup. Eh ben oui, exactement. 10. Alors il y a des débats d'historiens, mais 10 sur 195. Oui, c'est très peu. Et encore, certains d'entre eux ont eu une présence assez rapide. Je m'attendais quand même pas à ce chiffre. Ouais, voilà. Donc vous avez par exemple le Japon, les 2 Corées, la Chine, même si vous avez eu des présences anglaises, l'Éthiopie, le Libéria ou l'Iran. Sur ce débat, évidemment, nous avons réuni une grande tablée virtuelle en amont de cette émission. Qui étaient les convives ? Alors ils étaient députés, anthropologues, profs, avocates, artistes ou historiens venus des principaux pays colonisateurs européens, donc de la France, Royaume-Uni, mais aussi Belgique, Pays-Bas, Portugal, Espagne et Allemagne. Et certains d'entre eux étaient aussi originaires des anciennes colonies, comme par exemple le Cap-Vert, les Caraïbes, l'Inde, la Guinée-Bissau ou l'Algérie. Et justement, 60 ans après la fin de l'ère coloniale, l'Europe doit-elle s'excuser ? Vous avez résumé ce débat, Corentin. C'est votre pourquoi de la semaine. Messieurs, nous sommes ici pour apporter la civilisation aux indigènes, la religion et la culture. Et s'ils en veulent pas, on leur apporte quand même. Pendant 400 ans, la déshumanisation et l'exploitation des corps noirs a été justifiée par les valeurs chrétiennes ou scientifiques. Le colonialisme part du principe que certaines personnes ont moins d'humanité, moins de dignité que les autres. L'Europe, c'est le berceau des droits de l'homme. On est tous gentils. Sauf que non. Du 15e au 20e siècle, nous nous sommes partagés le monde comme une tarte aux pommes. 12 pays européens ont colonisé 80% de la planète. Surtout pour le profit et souvent à coup de fusil. Le colonialisme a été un gigantesque crime. Il faut savoir que le colonialisme a été voté par des parlements démocratiquement et que c'était une norme internationale à l'époque. Mais quand vous dites que ce qui s'est passé pendant la colonisation était la norme, vous ne parlez que de la petite échelle du continent européen. Depuis, la Hollande s'est excusée. La France ou l'Espagne refusent de le faire et la Belgique regrette. Pourtant, on apprend aux enfants qui tapent à demander pardon. Pourquoi pas aux nations ? Non seulement il faut des excuses, mais aussi des réparations. Le peuple belge n'a pas à s'excuser pour des méfaits commis par certains. N'oublions pas, s'il vous plaît, ce qu'il y a de positif dans l'histoire des empires. On doit pouvoir le dire. Il n'y a rien de positif dans le colonialisme. N'importe qui ayant été quelque part pour s'approprier un territoire ne devrait pas être admiré aujourd'hui. Cette idée de dire qu'il y avait des choses positives dans les empires coloniaux, c'est une approche en bilan. C'est absurde. Peut-on juger l'histoire au tribunal du présent ?
Doit-on assumer les crimes de nos ancêtres? Et comment réparer une société où leurs conséquences résonnent? Toutes nos identités ont été forgées par cela, que vous soyez blanc, noir ou marron. Je vois, moi, que des jeunes qui sont issus de l'immigration aujourd'hui ne se sentent pas profondément français, voire pas du tout, et parlent de vous ou eux, les Français. Je crois que ça, c'est un enjeu. Peut-on réparer des conséquences que l'on ne peut pas mesurer? Peut-on construire un avenir ensemble sans affronter le passé? Peut-on espérer le pardon sans s'excuser? Peut-on espérer le pardon sans s'excuser? Pour en débattre, Marianne Balé-Moudoumbo, vous êtes interprète, cofondatrice du Comité des Africaines et Africains d'Allemagne, militante antiraciste. Votre famille est issue du Cameroun, un pays qui a été colonisé à la fois par le pays où vous avez grandi, la France, celui où vous habitez, l'Allemagne, et par l'Angleterre. Iván Vélez, vous êtes directeur de la Fondation pour la défense de la nation espagnole, essayiste, auteur de nombreux ouvrages sur la conquête des Amériques par l'Espagne et sur la figure de Prou, Hernán Cortés. Alors, est-ce que c'est important le débat que nous avons en ce moment en Europe? En quoi ce phénomène colonial nous percute-t-il encore aujourd'hui, en 2023? La première chose, c'est peut-être à repenser le terme même de colonialisme. Parce que si on revient à l'origine de ce mot, cela vient du latin colo. Et colo, ça veut dire aussi s'occuper de, prendre soin de. Prendre soin. Comme si on prenait soin de son jardin. Donc je pense que cela ne reflète en aucun cas l'effroyable réalité de ce qui s'est passé. Comment vous la qualifieriez, cette réalité? Écoutez, la professeure Parimba Annie, qui nous a offert un terme, qui est le terme de Maafa. Ça veut dire, en Kiswahili, la grande catastrophe, le désastre, la destruction. Et donc, il s'agit de Maafa, il s'agit d'une grande destruction. Maafa, une grande destruction. Est-ce que vous êtes d'accord, Iván Vélez? C'est un moment, en fait, qu'il faut laisser dans les limbes de l'histoire comme étant une catastrophe collective, ou est-ce qu'il faut replacer ces événements dans leur contexte? Je pense que nous devons procéder à certains ajustements ou nuances, car nous ne pouvons pas les comparer. Lorsqu'on parle de l'Europe en général, je pense qu'on fait une erreur, parce que chaque nation a eu un déploiement différent. Je suis espagnol et j'affirme, et je pense que c'est une évidence, que l'Espagne n'a pas eu de colonie. L'Espagne a intégré ces sociétés. Évidemment, je ne dis pas que c'était le paradis. Il y a quand même eu un empire. Il y a eu un empire, oui, mais il faut distinguer au moins deux types d'empires. Ceux qui sont génératifs, ceux qui incorporent ou amènent leurs institutions sur le nouveau territoire, et les prédateurs, qui se limitent à extraire des ressources. En l'occurrence, ceux qui, selon Marianne, incarneraient le colonialisme avec des esclaves et des matières premières. Et la différence est énorme. Donc pour vous, en fait, il y a eu deux formes de colonialisme, ceux qui étaient des prédateurs vis-à-vis des ressources et ceux qui ont apporté la civilisation. Comment vous voyez les choses? Écoutez, quand j'étais au Mexique, j'étais très surprise de constater une chose. C'est-à-dire qu'il y a un prêtre qui était là et qui nous expliquait que l'Église n'a jamais rien fait que d'apporter la parole de Dieu. Et moi, je me suis dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait de Cristóbal de las Casas? Parce que d'un côté, il a demandé à ce qu'on libère donc la population, mais de l'autre côté, il a appelé à ce qu'on amène des Africaines, des Africains pour en fait travailler durement pour donc ce que j'appelle dans le cadre de Maafa. Donc que ce soit en fait un empire espagnol, que ce soit un empire Portugal, il faut pas oublier peut-être la Guinée équatoriale sur le territoire africain, que ce soit les Britanniques ou les Allemands ou la France, chacun est parti à quitter son pays, à porter des personnes réduites en esclavage dont l'espérance de vie était d'à peu près 7 ans. Il y a eu des populations absolument décimées et comme on l'a dit, elles ont été réduites en esclavage. Alors justement, les Européens sont divisés quant à leur passé colonial. Selon un sondage de l'Institut YouGov en 2020, 50% des Néerlandais en sont fiers, 32% des Britanniques, 26% des Français. Pour seulement 11% des Espagnols et 9% des Allemands. Iván Vélez, comment vous expliquez ces disparités? Est-ce qu'il y a une forme de nostalgie de l'Empire chez certains Européens? Je nuancerai beaucoup les propos de Marianne. Je ne suis pas d'accord parce qu'il faut bien distinguer ce qui s'est passé avec l'esclavage noir, plaidé par Bartolomé de las Casas, et l'incorporation de ces natifs, des gens de ces terres, dans l'Empire espagnol. Sur un principe d'intégration effective, ils étaient des sujets de la couronne d'Espagne.
La question de l'esclavage noir est antérieure et persistante, il faut le rappeler quand même. Quant à la nostalgie des empires, j'insiste sur le fait que le passé est là pour que l'on en tire des leçons et des conséquences. Et de quoi on parle, Corentin, quand on parle de colonisation européenne, justement ? On parle en fait de toute notre histoire. Hein. Si on remonte à l'Antiquité avec les empires grecs et romains, jusqu'au 19e, on a toujours eu, nous les Européens, cette volonté d'étendre les empires, cette volonté de conquête. Au 19e siècle, en revanche, on a commencé à vouloir le justifier. Hein. Donc à mettre dans le droit international cette notion de mission civilisatrice. Là aussi, je mets des guillemets. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans une logique de prendre les territoires, de piller, mais de donner notre civilisation, donner notre culture à des peuples, pour cela que l'on jugeait à l'époque inférieurs. Oui, alors quels sont les pays qui ont participé à cette grande mission civilisatrice en Europe? Je mets des guillemets là aussi. Eh bien, la totalité des pays riches en Europe, en tout cas l'empire le plus important, c'était l'empire britannique, donc avec 35 millions de kilomètres carrés au fait de sa gloire, avec là aussi des gros guillemets. Donc ensuite, derrière, vous avez la France et l'Espagne avec 12 millions de kilomètres carrés, et puis 5 millions de kilomètres carrés pour le Portugal. Mais vous aviez aussi d'autres empires coloniaux un peu moins connus, hein, comme par exemple les Pays-Bas ou l'Allemagne, et puis encore moins connus le Danemark, la Suède, mais aussi la Belgique et l'Italie ont aussi eu des colonies. On voit à quel point on était dans une entreprise globale de la part des Européens, un quart du monde au profit de la Grande-Bretagne. Ivan Bellès, qu'est-ce que vous pensez a posteriori justement de cette entreprise? Est-ce que véritablement on était dans cette idée de partage du pouvoir, de partage de la planète entre les Européens, avec un sentiment profond de hiérarchie des races? Eh bien, cela dépend des cas. Par exemple, dans le cas espagnol, qui est celui que je connais le mieux, nous devons tenir compte du fait qu'il s'agissait d'un projet impérial à l'échelle mondiale. En fait, il s'agit d'un empire catholique, catholique signifiant universel, avec une composante religieuse inhérente. Il faut également préciser une chose. L'esclavage existait aussi dans les sociétés indigènes. Lorsque Hernán Cortés, le grand conquistador de l'actuel Mexique, est arrivé, le Mexique n'existait pas en tant que tel. C'était une mosaïque de nations ethniques. Il y avait de l'esclavage et des sacrifices de personnes appartenant à d'autres nations ethniques. C'est ça la réalité. J'entends, mais vous en parlez aussi comme une forme de métissage, comme une forme de rencontre. Pour vous, en fait, cela a été aussi ça? Oui, en effet. Les lois qu'Isabelle la catholique a promulguées à la fin de sa vie stipulent que les Espagnols épousent des Indiens. En d'autres termes, elle encourage le métissage par le biais du mariage. C'est pourquoi je dis que chaque cas est différent. Je ne dis pas bien sûr qu'il n'y a pas eu d'injustice. Je ne le nierai jamais. Mais il y avait un esprit d'intégration et quand vous allez dans ces nations, il y a un métissage évident. Marianne Ballet. Il faut vraiment revenir sur les faits. Une forme d'esclavage ne peut jamais justifier une autre. Et lorsqu'on parle véritablement d'aller apporter la civilisation, aller apporter quelle civilisation? Quelle civilisation? Il faut voir qu'est-ce qui se passait à l'époque. C'est une partie de l'histoire. L'autre partie de l'histoire, c'est la cupidité, c'est la prédation. La prédation des ressources, c'est Rappelons-nous le pape Nicolas V, qui, dans sa bulle papale, donne au roi du Portugal toute la possibilité d'aller asservir les peuples. C'est vrai, un esclavage ne justifie pas un autre esclavage. Mais donnons au moins plus de réalisme au débat, parce que là, on a l'impression que l'homme blanc a inventé l'esclavage, et ce n'est clairement pas le cas. Et je contesterai également cette tentative de mettre les civilisations sur un pied d'égalité. Il y a des civilisations plus puissantes que d'autres. Ce n'est pas la même chose d'avoir un alphabet, comme nous l'avons maintenant, que de ne pas en avoir. Avoir des progrès médicaux, ce n'est pas la même chose que de ne pas en avoir. Éradiquer ou tolérer les sacrifices humains n'est pas la même chose. Et c'est là que se trouvent les différences. On voit à quel point, justement, la question du progrès et de la hiérarchie entre la civilisation est encore extrêmement contemporaine, finalement. Mais Corentin, au-delà de la blessure historique, il y a aujourd'hui la cicatrice et selon nos témoignages, elle est loin d'être refermée. Oui, tout simplement parce qu'elle a toujours des conséquences. Hein. Si on prend le dernier sondage qui a eu lieu en Europe sur le fait d'être noir en Europe, eh bien 39% des personnes noires en Europe se disent victimes de discrimination. Un tiers d'entre elles se disent victimes de harcèlement. Et ce racisme, selon nos invités, c'est le petit-fils du colonialisme. Moi, j'avais un oncle qui combattait le régime colonial au Cap-Vert et il a été emprisonné. Ma mère vient de Guinée-Bissau et je suis portugais. Mais je suis victime de racisme dans la société portugaise. Donc nos identités sont construites sur ce passé colonial.
Et le racisme est une conséquence, un héritage de ce passé, de cette exploitation coloniale. Pendant 400 ans, la déshumanisation et l'exploitation des corps noirs a été justifiée par les valeurs chrétiennes ou scientifiques. On pouvait le faire parce qu'il y avait des hiérarchies qu'il fallait respecter. Donc, aujourd'hui, si j'ai un conflit social dans ma vie personnelle, on va me dire « retourne dans ton pays ». L'idée, c'est que si vous êtes une personne d'origine africaine, vous n'avez pas le droit d'être ici dans une position de pouvoir. On a le sentiment qu'il y a un système quand on regarde l'Union européenne aujourd'hui. Elle se présente comme une forteresse dans laquelle personne ne peut entrer. Et l'idée de faire une sélection entre les personnes qui ont assez de valeur pour venir avec un visa et celles qui méritent de mourir dans la Méditerranée vient spécifiquement de la déshumanisation qui a été actée à l'ère coloniale. Yvan Vélez, ce racisme, ces discriminations qui sévissent en Europe, on l'entendait à l'instant dans la manière dont on traite aussi les migrants, les réfugiés qui arrivent sur le sol européen. Comment vous l'expliquez, ce continuum du racisme vis-à-vis notamment des afrodescendants ? Je pense que c'est surtout une question d'ignorance et de préjugés. J'ai déjà dit que la couleur ne compte pas. Si nous parlons de nation, ce qui compte, c'est la nationalité, indépendamment des caractéristiques physiques d'une personne. Bref, il y a un certain nombre de préjugés. Et puis n'oublions pas que l'Europe, l'Allemagne en particulier, a développé des théories racistes très puissantes. N'oublions pas comment Jesse Owens a été traité au JO de Berlin lorsqu'on l'a comparé à un singe. Il y a un certain substrat de cette époque-là, mais rien de plus. Marianne Ballet, c'est des préjugés, c'est la différence ou ça va plus loin? Vous l'avez dit vous-même. C'est-à-dire que s'il y a eu une conférence contre le racisme en 2001 à Durban, et s'il y a une déclaration et un plan d'action, ça veut dire qu'il y a un problème fondamental. Je dirais presque que c'est un problème qui est ancré même dans la génétique de l'Europe. Pour revenir au Mexique, il y a une chanson que j'ai apprise là-bas et on dit oui, si tu n'es pas sage, à l'enfant, c'est une berceuse. Si tu n'es pas sage, il y a le diable blanc qui va venir. Il ne s'agit pas d'une anecdote. Non, ça veut dire que qui écrit l'histoire la tourne un peu de son côté. Et ce qu'on a dit avec cette conférence de Durban, c'est qu'il faut se mettre du côté de celles et ceux qui ont subi ces assauts. Subit ces destructions. Et là, ce que vous êtes en train de nous dire... Le racisme, c'est un crime contre l'humanité. J'entends. Et il y a une forme de continuité, d'où le terme aussi de Maafa. Il y a toute une hiérarchisation qui s'est mise en place, dont on subit encore les effets aujourd'hui. Alors Corentin, pour mettre ce passé derrière eux, de plus en plus de pays européens ont décidé de présenter des excuses. Oui, depuis 2 ans, les excuses se multiplient. L'Allemagne a commencé en présentant ses excuses pour le génocide survenu en Namibie, le Premier ministre portugais pour un massacre survenu au Mozambique, le Premier ministre néerlandais pour le rôle général de son pays dans l'esclavage et la traite des Noirs. En revanche, en Belgique, c'est le roi des Belges, Philippe, dont je rappelle que l'ancêtre Léopold II avait le Congo belge comme sa propriété personnelle, qui n'a pas présenté ses excuses, c'est important, mais ses profonds regrets, de quoi inspirer d'ailleurs le prince William, qui a lui aussi présenté sa profonde tristesse au peuple jamaïcain. Ouais, mais d'autres pays sont bien plus divisés sur la question, et même nos invités n'étaient pas d'accord. Oui, d'ailleurs, en 2021, le président mexicain a demandé à l'Espagne de faire des excuses. À son tour, l'Espagne a répondu par une lettre qu'elle refusait, parce qu'on ne pouvait, selon elle, et vous allez être d'accord, pas s'excuser pour des faits qui étaient survenus il y a 500 ans, qu'on ne pouvait pas juger l'histoire en somme. En France, là aussi, une division, mais d'Emmanuel Macron avec lui-même, puisque le candidat Macron, en 2017, avait dit qu'il fallait s'excuser, que c'était nécessaire, mais le président Macron, début 2023, a dit que finalement, il ne s'excuserait pas. Ouais, c'est un peu du en même temps, quoi. Voilà, c'est un peu le en même temps mémoriel. Je m'excuse, mais non. Voilà. En tout cas, faut-il s'excuser ou pas? Nos invités, eux aussi, étaient divisés et ils en ont débattu. C'est totalement absurde, logiquement impossible de faire des excuses parce qu'on n'a pas le droit moralement de faire les excuses pour ce qui n'est pas votre propre responsabilité. Il faut commencer avec les injustices et les inégalités actuelles et ne pas moraliser le passé. Une des raisons pour lesquelles on n'était pas favorable aux excuses aujourd'hui, c'est qu'il y a actuellement, même avec les populations concernées, une cohésion sociale dans la Belgique.
Il y a des Congolais, il y a des Rwandais, il y a des Burundais qui habitent. Amener maintenant sur la table le sujet des excuses, ça va rompre la cohésion sociale. Mais on a vécu cette histoire pendant 400 ou 500 ans. Donc comment on pourrait l'oublier? Pour passer à autre chose, on a justement besoin d'excuses. Moi, j'étais vraiment heureux quand en 2022, pour la première fois, un Premier ministre du Portugal a présenté ses excuses pour un massacre commis pendant une guerre coloniale. Pour moi, c'était une reconnaissance. Je vois les excuses comme un premier pas. Néanmoins, il y a un problème profond dans la relation de pouvoir que l'on installe en présentant des excuses. Les excuses, c'est un rituel. Il y a un homme politique qui se tient sur une scène, et c'est lui qui tient le micro, c'est lui qui est face aux caméras, avec un costume et une cravate, parlant avec confiance et avec une voix forte. C'est donc à lui qu'il revient d'interpréter le passé. Et devinez quoi? Il est blanc. Et devinez quoi? Il est puissant. Et ceux qui écoutent sont ceux qui étaient colonisés auparavant. Le danger, c'est donc que ces excuses reproduisent inéluctablement les relations de pouvoir que l'on souhaite abolir. Alors, faut-il s'excuser? Certains nous disent que le risque, c'est de casser aussi une forme de concorde nationale. D'autres disent on ne peut pas avancer sans s'excuser. Qu'en pensez-vous, Ivan Vélez? Pour moi, dans le cas de l'Espagne, cela n'a pas de sens parce que dès la conquête, il y a eu ce que l'on appelle la pacification, c'est-à-dire l'intégration de ces indigènes dans les institutions politiques, religieuses et économiques espagnoles. Évidemment avec des inégalités sociales, comme dans toutes les sociétés, mais ils étaient réellement membres de l'Empire espagnol, exactement comme un homme de Castille pouvait l'être, indépendamment de son échelle sociale. Donc l'Espagne n'a pas à demander pardon. Oui, donc on n'aurait pas à s'excuser pour cela, c'est ça que vous nous dites? Il ne faudrait pas, non. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'épisode sanglant. Mais demander pardon, ça n'a pas de sens. Parce que, comme j'ai dit, ils étaient considérés comme des entités espagnoles. Ils étaient espagnols. Marianne Balé-Bundumbu, qu'est-ce que vous en pensez? S'excuser, finalement, ce serait totalement anachronique dans un moment où, par exemple, on a aussi permis de structurer une partie de ces pays. Qu'en pensez-vous? Il y a l'idée d'un mythe. L'objectif d'un mythe, c'est de donner du sens. Donc, il y a ce mythe que vous venez d'expliquer. C'est le mythe comme quoi, non, il n'y aurait pas besoin de s'excuser, parce qu'on a créé certaines choses, on a créé des structures. Mais tout d'abord, vous savez, quelquefois, les structures, elles étaient déjà là. Pourquoi faut-il maintenant s'excuser? D'abord, on ne s'excuse pas, on présente ses excuses. Et c'est à l'autre personne d'accepter oui ou non. Parce que ça fait partie tout simplement d'un processus. C'est un processus que de reconnaître qu'à l'époque où ça s'est passé, c'était déjà un crime contre l'humanité, tout simplement parce que les personnes, rappelons-nous, la charte, je termine là-dessus, la charte du Manden, c'est-à-dire la charte, je le dis doucement, de Kurugan Fuga, au XIIIe siècle. En Mali. En quoi consiste cette charte? Cette charte dit que chaque personne a le droit à l'existence, que chaque enfant doit être élevé pas seulement par ses parents, mais par toute une communauté, que les femmes doivent être représentées au plus haut niveau de l'État et qu'avant d'abattre un arbre, il faut se poser la question de savoir si c'est nécessaire. Est-ce que vous comprenez, Van Vélez, que pour une concorde entre les pays d'Afrique, les pays d'Amérique du Sud et les pays européens, pour réécrire une nouvelle page de cette histoire, est-ce que vous comprenez qu'il est peut-être aussi nécessaire de pacifier cette histoire? Mais c'est déjà pacifié. Je ne vois pas où est le conflit. En Espagne, où je vis, si une personne entre par les voies légales, elle n'est pas discriminée pour un quelconque critère physique. Non. Et une autre chose, est-ce que les Noirs ne discriminent pas les Blancs? Est-ce que les Noirs sont tous bons et tolérants? C'est un mythe indigéniste absolu. C'est un mythe qu'on ne peut pas admettre. Les réserves d'Indiens établies par les Britanniques, les Anglais dans l'Ouest, cela ne s'est pas produit au sein de l'Empire espagnol. Vous savez, j'étais plusieurs fois en Espagne. Et je peux vous dire que le racisme en Espagne, c'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Le racisme, je veux dire, contre les descendantes et les descendants africains. C'est la même chose pour les réparations, en fait. Certains ont payé des réparations, d'autres pas. Mais je crois qu'on va y revenir de toute façon. On y va tout de suite. Corentin, une fois qu'on s'est excusé, que faire? Pour beaucoup, en fait, c'est pas suffisant. Oui, c'est peut-être d'ailleurs pour ça, c'est une hypothèse que certains pays ont du mal à ouvrir la porte des excuses, parce que derrière, quand vous reconnaissez avoir commis une faute, on peut vous demander, normalement, quand vous êtes bien élevé, de la réparer.
Mais peut-on réparer 132 ans de présence française en Algérie? Peut-on réparer 200 ans de présence britannique en Inde? Et finalement, quand on ouvre la question des réparations, est-ce qu'on ouvre la boîte de Pandore? Je pense que la réparation et les excuses sont une porte ouverte à des débats sans fin et à des tensions, et certainement pas vecteur, à mon avis, de paix sociale. Moi, je pense que les dialogues et les négociations devraient être au cœur de la recherche de solutions pour réparer nos torts. Le colonialisme, c'était un transfert systématique de richesses, et ça, il faut le prendre en compte. Le transfert de richesses doit aussi faire partie des réparations. Mais je pense que ce n'est pas uniquement ou exclusivement une question d'argent. Les pays des Caraïbes, par exemple, ont formulé une liste de mesures qui pourraient être prises pour réparer. Des excuses complètes, mais aussi un transfert de technologie ou de la coopération dans le secteur de la santé publique ou de l'université. Dans le cas français, pour moi, le président Macron dit qu'il ne s'excusera pas, mais dans les faits, il répare. Il répare quand il reconnaît l'assassinat de l'avocat algérien Ali Boumengel. Il répare quand il reconnaît l'assassinat par l'armée française de Maurice Audin, ce mathématicien français qui avait fait des causes pour l'indépendance de l'Algérie. On va inexorablement vers une reconnaissance de ces exactions. Quand on a été l'Empire britannique et qu'on a colonisé 180 pays au cours de l'histoire, c'est-à-dire 90% de la planète, est-ce qu'on peut réparer ? Ce n'est pas réparable. C'est une action qui a déjà eu lieu et je suis d'accord avec certaines des questions soulevées par les personnes interviewées. Je pense que c'est un point de vue largement moralisateur. Je pense aussi, en référence à ce que Marianne a dit plus tôt, que la réalité est ainsi. Le monde est divisé en nations et chaque nation a ses intérêts, ses économies. Et donc, chacune doit agir en fonction du maintien de son bon ordre et de ses propres structures. Et donc ça n'a pas de sens. Mis à part le fait qu'il y ait beaucoup d'organisations qui vivent de ce discours, il faut aussi le rappeler au passage. Typiquement, si on doit ressouder un lien avec ces pays, notamment africains, qui ont pu être colonisés, est-ce que ces questions du transfert de technologie, des visas, voilà, d'une forme d'égalité aussi dans le rapport, elle n'est pas centrale si on veut véritablement réparer ? Mais ce sont des relations entre nations. Ce sont des intérêts fixés en fonction des accords entre ces structures politiques. Prétendre que le monde est une sorte de paradis où des corps noirs, des corps blancs ou des corps jaunes peuvent se promener, eh bien je pense que c'est dans une grande mesure une vision très idéalisée de la réalité. Et la réalité, j'insiste, est autre. La réalité, c'est qu'il y a le Nigeria, l'Espagne, l'Allemagne, le Maroc par exemple, et qu'il y a des politiques convergentes, mais aussi des politiques divergentes. Marianne Balé-Mounou, comment est-ce qu'on répare ? Tout d'abord, je voudrais revenir sur deux termes. Il y a des relations internationales qui sont tout à fait asymétriques. Et on sait, par exemple, que lorsqu'on parle des pays de la zone CFA... Donc le CFA étant la monnaie qui est en cours et qui est indexée en fait, sur l'euro, notamment via la Banque de France. Les réserves de devises étrangères sont faites à la Banque de France. Ça veut dire que là, il y a quand même problème. C'est-à-dire que c'est difficile d'avoir une autonomie, une souveraineté. Voilà, une souveraineté. Ce que j'entends dans ce que vous nous dites, c'est qu'il faudrait, en fait, en première réparation, laisser l'Afrique tranquille et faire en sorte de ne plus puiser dans ses ressources. Et l'autre chose, c'est qu'il y a eu un précédent dans les réparations. Haïti a dû payer 160 millions or à la France. Pourquoi ? Parce que Haïti, le 1er janvier 1804, est devenue indépendante. Et elle a dû régler une dette qui l'a profondément déstabilisée encore aujourd'hui. C'est une double dette, parce qu'il y a eu la dette qui a été réduite à 90 millions, mais pour payer la dette, il a fallu emprunter. Ça vous rappelle quelque chose par rapport aux pays africains. Et en fait, quand on regarde les intérêts, ça nous a amené jusqu'en 1952. Alors justement, la première des réparations consiste à enseigner l'histoire, toutes les histoires dépoussiérées de la propagande coloniale. Une tâche urgente à laquelle s'attellent des associations en Belgique où les programmes officiels ne prévoient pas l'enseignement de ce pan de l'histoire. Reportage sur les bancs de l'école, Marie-Claire Polo et Colline David. Donc on va commencer par l'image ici. Qui a fait cette image? Dans quel but? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous choque ou est-ce que vous dites ouais? Bah, c'est super grave. Enfin, ils veulent montrer que, soi-disant, être noir, c'est être sale. Et que donc, justement, en se nettoyant avec ce savon, bah, on sera plus sale et donc on deviendra blanc.
Et l'autre image ici, de 2019. Ouais. C'est le même message. Ouais. En effet, on voyait la personne noire au début, et puis une fois qu'elle lave son pull avec Dove, qu'elle se lave elle-même et qu'elle l'enlève, elle devient propre et donc blanche. C'est assimiler la noirceur de la peau à la saleté. Grosso modo, ça n'a pas changé en 60 ans, en 70 ans. C'est le même message, quoi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qu'on entend par racisé? À Bruxelles, ces lycéens participent à un atelier inédit mené par une ONG. 2 heures d'échange pour les sensibiliser sur les liens entre racisme et propagande coloniale. J'ai déjà subi du racisme. J'ai déjà eu des cris de singe, de sang noir. On m'a dit que tu ressemblais à du caca. Pour moi, l'époque coloniale est une période très sombre pour l'Afrique. Je pense que c'est vraiment grâce à l'éducation et parler du passé que ça ne devrait plus se reproduire. Possession personnelle du roi, puis rattaché à l'État comme colonie, le Congo a connu 75 ans de domination belge jusqu'en 1960. Un passé marqué par l'exploitation et une très grande violence. Mais aborder à l'école ce chapitre sombre de l'histoire du pays n'est pas obligatoire. Et lorsque les professeurs choisissent malgré tout de l'enseigner, les contenus des livres leur semblent clairement obsolètes. Mais donc on peut prendre un exemple d'un manuel qui est encore utilisé à l'heure actuelle. On dit la colonisation n'est donc pas la cause unique des problèmes que rencontrent aujourd'hui les anciennes colonies. En effet, celle-ci a eu des effets positifs. Ça n'a pas de sens de dire d'un côté de la balance, on va mettre des centaines de milliers de morts et de l'autre côté, l'accès des survivants à des infrastructures sanitaires, à l'école, à l'alphabétisation. En fait, ça n'a aucun sens d'expliquer l'histoire de cette manière. Dans la population belge, les connaissances sont souvent lacunaires. Une moyenne de 7,5 sur 20. C'est la mauvaise note attribuée à un groupe de 1000 personnes, interrogées par des chercheurs sur les aspects les plus élémentaires de l'histoire coloniale. Printemps 2020. Les manifestations antiracistes du mouvement Black Lives Matter atteignent la Belgique et secouent le pays jusqu'au plus haut niveau. La ministre francophone de l'Éducation elle-même reconnaît alors les insuffisances des programmes scolaires. Cette histoire est trop souvent invisible. La plupart des élèves n'entendent parfois même pas parler de la colonisation belge au Congo, ni des mécanismes d'exploitation et de domination. De trop nombreux élèves quittent encore l'école sans rien en savoir. Alors, la ministre s'est engagée à rendre obligatoire ce chapitre de l'histoire pour tous les jeunes francophones. Mais les nouveaux programmes ne s'appliqueront qu'à la rentrée 2026. Et pour les écoles de Flandre, rien n'est encore acté. En attendant, la culture aussi se décolonise. Ancien symbole de la gloire coloniale, l'Africa Museum a conçu un atelier spécial pour le public scolaire. Ici, les élèves découvrent de près la ségrégation, le rôle de l'Église, ou encore les atrocités commises au temps du roi Léopold II. Comment vous ressortez de cet atelier? Nous, on n'a pas appris grand-chose à l'école sur ça, et du coup, c'était chouette de voir ce qui s'est vraiment passé, et en profondeur, etc., avec Léopold et tout ça. Du coup, c'était vraiment très intéressant et très émouvant. Plus d'1 millier d'élèves ont participé à cet atelier l'année dernière. Et l'Africa Museum prévoit d'en accueillir 2 fois plus à partir de la rentrée prochaine. On pourrait se dire quand même que pour réconcilier les mémoires et faire en sorte d'apaiser un petit peu ces fractures, la pédagogie, l'enseignement devrait être au centre. Imam Bellès, comment vous expliquez qu'on n'enseigne pas le fait colonial ? Je pense que le cas belge, que nous venons de voir, démontre qu'il s'agit presque d'une attitude honteuse à l'égard d'un passé qui l'est vraiment honteux, n'est-ce pas? Je pense donc que ce que nous devons faire, c'est enseigner le passé autant que possible, aussi rigoureusement que possible, mais avec une philosophie de l'histoire qui nous aide à comprendre ce qui s'est passé. Marianne Balé-Moudoumbo, c'est ça l'enjeu, faire de la pédagogie et faire en sorte que notre histoire collective raconte toutes ces histoires singulières et que chacun puisse trouver sa place? Il y a une façon de considérer l'histoire qui est fondée sur des mythes, en quelque sorte. Moi, je suis pour les mythes. Les mythes fondateurs ont un grand rôle. Maintenant,
Si ces mythes sont fondés sur une histoire qui est mal acquise, erronée et spoliée, là, on a un problème. Donc il faut dire l'histoire. Il faut raconter toute l'histoire et faire en sorte que chacun trouve sa place. Ivan Vélez. Les mythes sont le socle de beaucoup de sociétés, je dirais même de toutes les sociétés. Mais il faut aussi faire une classification entre certains mythes qui, disons, obscurcissent, sans aucune intention raciste évidemment, et d'autres qui clarifient davantage la réalité. Certains sont plus lumineux et d'autres plus obscurantistes. Je dirais que nous devons poser un regard beaucoup plus réaliste sur le monde dans lequel nous vivons. Nous ne vivons pas ancrés dans ce qui s'est passé il y a environ 500 ans et nous ne pouvons pas prétendre comme des enfants à vivre dans un monde pacifique et heureux. Je pense que c'est impossible. C'est une chimère. Le monde est divisé en nations. Chaque nation doit faire face à son passé et toutes ne sont pas égales. Oui, vraiment, 15 secondes. Donc, soyons réalistes. Et voyons effectivement l'histoire en face. Dans une fédération d'organisations d'immigrantes, nous avons développé un agenda contre le racisme. On s'est penché sur la question du racisme structurel, institutionnel et interpersonnel. Ça, c'est 3 niveaux qu'il faut dire. Et il faut aussi que, pendant qu'on y est, que l'Église catholique et toutes les églises se mettent aussi devant le fait historique et reconnaissent ce qui s'est passé et aussi présente des excuses. Bon, autant vous dire que nous n'avons pas réglé ce débat et il n'est pas prêt d'être réglé à mon sens. On sera certainement amené à en parler à nouveau. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci Corentin. Merci Nora. Et tout de suite, place à notre grand entretien. Je reçois Ama Asante, réalisatrice de 3 films sur le passé impérial de la Grande-Bretagne. Pas de chiens, pas d'Irlandais, pas de Noirs, telles étaient les affiches qui ornaient les portes de l'immeuble du sud de Londres où Ama et ses parents ont emménagé en provenance de leur Ghana natal. Un souvenir familial aussi lointain que vivace pour l'enfant devenue actrice et réalisatrice. Première femme noire à remporter un BAFTA, César britannique comme réalisatrice et scénariste. Pour A Way of Life en 2005. La cinéaste aux 2 cultures navigue dans ses longs métrages à travers l'histoire pour en explorer les facettes oubliées et confronter à l'écran le lourd héritage qui pèse sur nos sociétés post-coloniales. Bonsoir Ama Asante. Bonsoir. On est ravis vraiment de vous recevoir. Je le disais, vous êtes une enfant de l'immigration postcoloniale, vous avez grandi dans un quartier populaire du sud de Londres, bercé par 2 cultures. C'est cette histoire qui vous pousse à explorer dans vos films, en fait, cette dimension justement à la fois identitaire et cette question de notre histoire. Comment vous vous voyez en tant que réalisatrice? Comme une rôle modèle qui doit porter ce récit pour les jeunes générations? Pourquoi vous pensez que c'est si important? Je pense que c'est très important. Je pense être capable de raconter des histoires d'hommes blancs aussi bien que n'importe qui d'autre. Mais je veux aussi qu'on me donne le droit de raconter les histoires des personnes qui me ressemblent. Je pense que dans un monde idéal, les personnes qui racontent des histoires ne devraient pas toujours être obligées d'être des modèles. Mais lorsque nous sommes si peu nombreux, nous savons que ce rôle implique une responsabilité. Et il faut espérer que nous l'utilisions à bon escient. Belle conte l'histoire d'une métisse élevée par un lord anglais, alors équivalent du ministre de la Justice, qui va rendre une décision qui amorce l'abolition de l'esclavage. United Kingdom, le mariage du roi du Botswana avec une roturière au XXe siècle. Ce sont aussi des pans méconnus de l'histoire anglaise que vous exhumez pour les raconter différemment. L'idée, c'est quoi? C'est de faire en sorte de quoi? De bousculer nos croyances? Ce sont des histoires qui, d'une certaine manière, ont été effacées de l'espace historique de la narration. C'est pourquoi j'aimerais vraiment pouvoir mettre en lumière les luttes, l'espoir, parfois le désespoir. Et c'est certain que je mets en lumière l'amour autant que la haine, parce que toutes ces choses ont existé dans le contexte historique. Et le but, c'est aussi de trouver la meilleure façon d'exprimer ma voix en tant que personne qui se trouve avoir des origines mixtes. Vous voyez, les influences à la fois de la Grande-Bretagne et de l'Afrique. Et justement, comment vous la portez, vous, cette double identité africaine et britannique, à la fois espace colonisé et l'Empire, mais comment vous avez réussi à faire ce mix, justement, entre ces différentes histoires?
Ce n'est pas simple. Le Ghana a été le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance. Et mon père était un grand panafricaniste. Donc j'ai grandi avec ces histoires qui parlent de l'importance de l'indépendance. En même temps, je pense que le pouvoir de la colonisation, ou si vous préférez la destruction de la colonisation, s'infiltre en vous et que vous ne vous en rendez pas compte. Je suis donc constamment en discussion avec moi-même et aussi dans mes films sur la façon dont je suis affectée, à bien des égards, par cette réalité des deux cultures qui existent en moi. Et la classe sociale fait également partie de cette conversation. Alors justement, vous, Ama Asante, vous avez accès aujourd'hui à un espace qui est un espace de pouvoir, qui est le cinéma. Mais c'est quoi d'être une femme noire, réalisatrice, dans le cinéma, en Grande-Bretagne et sur le continent européen? Je l'ai dit par le passé à plusieurs reprises. La plupart du temps, je ne me réveille pas en pensant « Waouh, je suis une femme noire réalisatrice de films ». Mais cela m'arrive parfois, parce que je dois me rappeler que j'ai parcouru un long chemin pour en arriver là. Et ce parcours, à bien des égards, n'a pas commencé avec moi. Il a commencé avec mes parents. Et avant mes parents, avec ma grand-mère. Et même avant ma grand-mère. Il y a eu un périple pour en arriver là. Et sans aucun doute, je fais partie de la génération la plus privilégiée de ma famille. Votre prochain long métrage est une adaptation de l'histoire de Adolf Tolkachev, un ingénieur soviétique qui a donné des milliers de documents confidentiels à la CIA. L'objectif, quand on est une réalisatrice issue de l'immigration, c'est aussi d'abandonner ces histoires en allant toucher des questions plus universelles qui vous permettront de dépasser justement cette forme d'assignation. Yes and no. Oui et non. Encore une fois, cette dualité. Je pense que le thème commun à toutes mes histoires, c'est cette conversation ou ce débat entre l'individu et la société, ou entre l'individu et sa communauté. L'histoire d'Adolf Tolkachev est celle d'un homme qui aimait son pays, mais qui n'aimait pas le gouvernement à la tête de son pays. Et à bien des égards, son histoire s'inscrit dans la lignée des autres histoires que j'ai racontées, où des individus se frayent leur propre chemin dans un monde où la société, la communauté, le gouvernement ont décrété que les choses devaient être différentes. Et pour moi, cela s'inscrit dans le corpus que je souhaite vraiment explorer dans mon travail. J'imagine que vous regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne et tous les débats autour de la question migratoire qui enflamme le pays, que ce soit de la scène politique à la scène médiatique. Comment voyez-vous ce débat qui est en plus porté par des gens qui sont eux-mêmes issus du royaume, issus du fait colonial et qui rejettent finalement une partie des leurs? Ce que je comprends, c'est que les gouvernements ont un impact sur les gens et qu'en période de grandes difficultés, les personnes les plus touchées, les plus blâmées, sont généralement les immigrés. Et si je suis vraiment honnête, cela me fait penser à mes parents et à leur périple, leur choix à un âge relativement jeune de venir en Grande-Bretagne, le pays qui les a autrefois colonisés, dans l'espoir d'avoir plus d'opportunités et plus d'accès. Vous pensez que le cinéma, les récits, quels qu'ils soient, la télévision, ont la portée en fait de changer les esprits justement sur ces questions? Oui, c'est vrai. Je pense qu'à l'écran, le storytelling a le grand pouvoir de vous plonger dans la peau de quelqu'un d'autre pendant 1 heure, voire plusieurs heures quand il s'agit d'une série télévisée. Je pense que le fait de pouvoir transporter le public dans la peau d'une femme noire et d'une personne métisse du XVIIIe siècle pendant 2 heures a certainement changé les échanges que j'ai eus avec les gens. Donc je pense que nous avons franchi un cap. Oui, une sorte de cap avec ce film. Et c'est important. Merci beaucoup, Ama Asante. On sera ravis justement de découvrir ces films. Merci d'avoir été avec nous en tout cas. Thank you. Voilà, 27 c'est fini sur cet écran, mais ça continue sur tous les autres. Alors n'hésitez pas à réagir et à commenter sur les réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. Tchuss.